radiologie à l'hôpital Roger-Smith. Et moi-même, Dr Meji Gislin, pulmonologue au service à l'hôpital militaire de Tunis. Et notre troisième ami, c'est le professeur Kada Benkada, qui est pneumologue en Algérie, mais aussi qui est formateur et qui est responsable du groupe GETA. Eux, ils ont la chance d'avoir un groupe d'échographie thoracique, le GETA, groupe d'échographie thoracique algérien, qui est un groupe de travail et filiale du GETRO, groupe d'échographie thoracique français, également groupe de travail pour la. Nous, on galère encore, bonjour Marie, pour créer notre groupe d'échographie thoracique tunisien, le JET. Pourtant, c'est la logo et le JET, mais bon, on attend. Voilà. Donc, notre atelier aujourd'hui aura une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique est divisée en trois. Donc, Dr Ardi commencera par les bases physiques de l'échographie. Je rappelle base physique de l'échographie thoracique, après le thorax normal, et en troisième partie, Dr Bendala vous parlera de la pleurésie et du pneumothorax. On va essayer de faire rapidement, n'hésitez pas à poser vos questions pour passer après rapidement à la partie pratique. Donc, merci beaucoup Dr Meji. J'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Donc on ne peut pas se lancer à l'échographie sans parler des bases physiques. Je vais essayer de survoler la partie un petit peu purement théorique, mais quand même, il faut avoir des notions pour comprendre l'image, qu'est-ce qu'on a en échographie. D'accord? Donc, je vais commencer par, bien sûr, définir l'échographie. Donc, c'est une technique d'imagerie dont la formation des images est basée sur l'émission des ondes ultrasonores et la réception des échos réfléchis par les différents tissus. Donc, comme vous voyez ici, c'est tout suite. D'accord? Donc, on a ici, le transducteur va émettre des ondes et après la cible va les réfléchir. Après l'appareil, donc la sonde va elle-même recevoir les ondes réfléchies et elle va nous donner l'image. Donc c'est quoi les ultrasons? Ce sont des ondes mécaniques de même nature que le son audible mais de fréquence supérieure. L'oreille humaine elle est sensible à une fréquence entre 15 et 20 Hz alors que pour l'échographie on utilise des ondes à partir de 1 à 15 MHz d'où on parle d'ultrasons. Donc les ondes ultrasonores sont des échos mécaniques, c'est-à-dire elles ne se propagent pas dans le vide, mais à travers un support matériel. C'est pour ça qu'on met du gel pour faire l'échographie. Et ce sont des ondes qui sont longitudinales, c'est-à-dire elles ont des vibrations mécaniques, c'est ce qu'on appelle les ondes de pression, résultant de la propagation d'un état de compression, raréfaction de proche en proche, sans transport de matière. Il n'y a pas de transport de matière. Donc, il y a quelques bases à connaître, notamment l'interaction avec la matière. On va parler de vitesse de propagation ou célérité d'une onde qui va dépendre du milieu traversé. Elle est plus élevée dans l'os, comme vous le voyez ici, et dans la graisse et dans l'eau. Donc, les différents milieux opposent une certaine résistance à la propagation des ondes et cette résistance est appelée impédance acoustique. Et toutes ces différentes propriétés des ondes vont définir l'image qu'on a. Donc, on va avoir une interface quand les ondes arrivent à un organe donné. Donc, c'est la limite entre deux milieux d'impédance acoustique différentes. Lorsque le faisceau d'ultrasons parvient à une interface, une fraction poursuit son trajet en profondeur, c'est ce qu'on appelle la transmission, et une autre fraction est réfléchie vers la source d'émission, c'est ce qu'on appelle ici la réflexion. Lorsque l'onde ultrasonore rencontre une cible de très petite taille, donc on observe une diffusion ici multidirectionnelle des ultrasons. Du fait des réflexions successives de la diffusion de l'absorption, l'onde ultrasonore va s'atténuer progressivement en profondeur. Comment va se former l'image échographique? Dans l'échographie, vous savez, le même appareil, la même sonde, émet et reçoit les ondes. Ce n'est pas comme le scanner où on a il y a les barrettes qui émettent et un autre appareil qui va recevoir les informations en fait, qu'on a au scanner. Et le système informatique a le rôle de traitement du signal reçu pour afficher l'image sur un écran. Donc on a une sonde qui va émettre des ultrasons par impulsion de quelques microsecondes et cette fréquence de l'onde va déterminer deux caractéristiques importantes pour l'image, c'est-à-dire la pénétration, est-ce qu'on va voir des structures profondes ou superficielles, et la résolution qui est très importante aussi, c'est la visualisation des détails. Donc on a deux types de sondes, les sondes à haute fréquence
qui ont une bonne résolution, mais une faible pénétration de l'ordre de 2 cm pour les organes périphériques, qu'on utilise surtout pour l'œil et la thyroïde, mais aussi le sein, et des ondes de basse fréquence qui ont une faible résolution, mais une bonne pénétration qu'on va utiliser pour les échographies, par exemple abdominales. Mais il faut savoir que même pour l'échographie thoracique, on a besoin des deux sondes. On commence généralement par la sonde de basse fréquence qui va permettre de, on va avoir une idée sur avec ce qui se passe, c'est-à-dire si on va, vous allez le voir tout à l'heure, on a une pleurésie, on a besoin de voir avec la sonde de basse fréquence, et après on peut changer de sonde pour les sondes de haute fréquence qui vont nous permettre par exemple de bien voir la plèvre, est-ce qu'on a un épaississement pleural, comment est cet épaississement. Donc généralement je vous conseille d'utiliser les deux sondes au même temps. Donc, après l'émission des ondes, on va avoir une réception. Donc, lors de la réception de l'écho, l'onde qui vient heurter la sonde induit l'apparition de charges électriques. Et ce signal électrique est ensuite traité dans les circuits électroniques de l'appareil et il va servir à l'élaboration de l'image échographique. Donc, il faut savoir que la durée de la période d'attente de l'écho est plus lente, de l'ordre de quelques millisecondes, et l'image formée représente les propriétés mécaniques des différents points traversés. Si le temps de retour de l'écho va déterminer la profondeur et l'épaisseur des organes rencontrés, et l'image des contours des organes est obtenue grâce à la réflexion sur les interfaces. Donc on a ces deux caractéristiques pour comprendre ce qu'on a à l'image. L'amplitude de l'écho est décodée par une échelle de grille qui conduit à former l'image. Donc vous savez, l'image échographique c'est une échelle de grille. Et selon le degré du gris, on parle d'échogénicité qui s'exprime par rapport au parenchyme voisin. On va parler d'hyperéchogénicité quand on a une structure blanche. Une structure anéchogène, elle va apparaître noire. Et une échogénicité plus ou moins grise quand on a les différents tissus, c'est par exemple le foie, etc. Donc il faut savoir que l'os et l'air ne transmettent pas du tout les ondes. On parle de miroir acoustique et on va voir pourquoi. Ça va expliquer en fait l'image qu'on va voir tout à l'heure pour l'échographie thoracique normale. Cette propriété de l'air, qui est un miroir acoustique, va nous faire comprendre l'image qu'on va obtenir. Donc les différentes structures du corps humain donnent des images échographiques différentes selon leur nature. Donc l'eau et les liquides, surtout pour les kystes, pour les épanchements, transmettent parfaitement les ultrasons sans les réfléchir, donc sans donner d'écho. Ils sont dits anéchogènes, totalement noirs sur les courbes, comme sur cet exemple. Comme ils n'entraînent pas d'atténuation, les ultrasons, les organes situés plus en arrière vont recevoir et réfléchir plus d'ultrasons et apparaissent plus blancs. Vous voyez ici, on parle de renforcement postérieur. Donc si on va décrire cette image, on va parler de structure anéchogène avec renforcement postérieur. Et ce renforcement postérieur est très important pour affirmer la nature liquidienne d'une image. On l'utilise souvent, surtout pour, par exemple, les kystes biliaires en échographie abdominale. Mais il faut aussi bien avoir la structure anéchogène que le renforcement postérieur. Les organes homogènes et à forte composante hydrique, par exemple le foie, rate, cortical, rénal, ils ont une réflexion modérée mais régulière des ultrasons et ils vont apparaître avec un gris moyen sur les courbes. Les tissus hétérogènes et composés de graisse réfléchissent beaucoup plus, on a dit que la graisse réfléchit beaucoup les ultrasons et ils vont donc apparaître hyperéchogènes et en gris très clair sur les courbes. Donc, c'est pour ça qu'on a, si on a du liquide, ça va être anéchogène, si on a du tissu, ça va être gris moyen, et si on a de l'air, ça va être gris très clair. L'os et les aimants calcifiés, comme on l'a dit, l'os réfléchit fortement les échos. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par os? Donc, tout ce qui est calcul, calcification vasculaire ou musculaire, ça va réfléchir totalement les ultrasons, ça va laisser rien traverser. Donc, leur surface apparaît très hyperéchogène. C'est très hyperéchogène. Le calcul rénal, par exemple, est très hyperéchogène, il est très blanc. Et aucun écho n'est détecté en arrière. On va parler, comme pour cette dernière image, de corps nombre postérieur. Donc, si vous avez sur un compte rendu, on va dire une structure hyperéchogène avec corps d'ombre postérieur, il faut avoir à l'esprit qu'on parle de calcul généralement, ou dans la vésicule, ou au niveau du rein. Donc là, le corps d'ombre postérieur et la structure hyperéchogène, c'est pathognomonique d'une structure calcique. Donc l'air, comme on l'a dit, il transmet très mal les ultrasons, et la surface du gaz va apparaître hyperéchogène, mais moins que l'os. Et le condom est moins noir car les ultrasons diffusent en tous sens, donnant une image brouillée. C'est ce que vous allez voir après pour le poumon normal. Donc, les appareils d'écho, il faut un petit peu
comprendre qu'est-ce qu'on a sur un appareil d'écho comme celui-ci. Donc, tous les échographes actuels donnent des images en temps réel. Donc, un échographe classique, il est composé d'une console de commande, comme vous voyez ici, avec clavier, qui va permettre d'enregistrer les données du patient, de choisir le type d'examen et la sonde à utiliser. Donc, chaque examen a normalement un programme préétabli, de régler certains paramètres pour optimiser l'image et de lancer l'émission des ultrasons ou de les interrompre en gelant. Il faut toujours geler pour interrompre l'émission et avoir une image figée pour, par exemple, faire des mesures. On va aussi avoir un écran qui permet la visualisation des images et sur lequel on peut faire des mesures et plusieurs sondes adaptées aux différents examens. Donc, comme vous le voyez ici, donc une sonde linéaire, une sonde convexe. On peut avoir ça, c'est la sonde endocavitaire pour, par exemple, l'échographie endovaginale, et une console de commande, et bien sûr, l'écran de lecture. Donc, la sonde. Donc, la sonde, comme vous le savez, c'est un élément très important de l'échographie, mais aussi c'est un élément qui est très fragile. Donc, si vous avez des sondes, donc en plus, c'est, je pense, la structure la plus chère en fait dans l'échographe. Il y a des sondes qui vont jusqu'à 20 000 dinars, par exemple, la sonde. Donc, il faut, pour les échographes, bien sûr, je parle des hautes gammes. Donc, la sonde, c'est quelque chose de très précieux, faire attention. Même quand vous mettez le gel, il faut le mettre de manière pas sur les cristaux directement et toujours essuyer votre sonde quand vous terminez parce que c'est l'élément. Après, on peut avoir des artefacts qui sont à vie et puis qui nous gâchent en fait l'image. Donc, faire très attention aux sondes. Et elle est constituée principalement de l'élément piézoélectrique. C'est quoi cet élément piézoélectrique? Donc, la piézoélectricité, c'est un phénomène qui permet la transformation d'une image mécanique en énergie électrique et inversement. Donc, on va appliquer un courant alternatif sur un cristal piézoélectrique, il se comprime et il va se comprimer, se décomprimer et ça va émettre les ultrasons. Et ce même élément est utilisé pour transformer les ultrasons réfléchis en courant électrique qui va nous donner l'image. D'accord? C'est pour vous dire l'importance de la sonde. Donc, comme vous le voyez ici, on a ici la céramique piézoélectrique. Donc, elles sont très fragiles, comme on l'a dit, elles doivent être manipulées avec précaution. Et actuellement, les sondes ne sont pas constituées d'une seule céramique, mais d'un grand nombre de céramiques aux cristaux juxtaposés qui émettent les ultrasons, non plus sur une seule ligne de tir, mais en formant un faisceau d'ultrasons, soit en éventail, soit linéaire. Donc, on a vraiment une panoplie de sondes extraordinaire. Donc, vous avez généralement besoin de ces deux types de sondes. Il faut savoir qu'il existe multiples sondes pour aussi bien explorer, par exemple, les organes en ostéo-articulaire, etc. Donc, les sondes linéaires, comme on l'a dit, en fait, les sondes linéaires sont généralement des sondes à haute fréquence, c'est-à-dire entre 12 et 18 MHz. Donc, on va avoir un faisceau qui est rectangulaire, on va avoir une très bonne résolution de l'image, mais il faut savoir que ce type de sonde linéaire, il est destiné à explorer les organes superficiels. D'accord? Vous n'allez pas avoir une vue générale des organes profonds. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut commencer par la sonde profonde. En fait, les fréquences sont de l'ordre de 3,5 à 6 MHz. Et la particularité, c'est qu'on a un faisceau qui est en éventail, qui va nous permettre de bien voir les structures profondes avec un large champ de vue. D'accord? Donc, généralement, commencer par la sonde profonde pour voir un petit peu ce qu'on a. On est devant, est-ce qu'on a, par exemple, une pleurésie qui est enquistée, est-ce qu'on a... et après, on peut passer à la sonde superficielle pour bien étudier les structures avec une bonne résolution, mais pas en profondeur. Donc, les avantages de l'échographie, donc bien sûr, son coût moindre que les autres imageries en courbe, car c'est une imagerie en courbe finalement, on la découpe, mais bien sûr avec un coût moindre que le scanner ou l'IRM. Elle n'est pas du tout irradiante et il n'y a presque pas d'effet indésirable. Et elle a aussi la particularité de donner une vision dynamique. Au scanner, par exemple, on n'a pas de vision dynamique. Et ça va nous permettre d'observer les mouvements spontanés en temps réel, notamment le cœur et la respiration. Donc c'est vraiment un atout de l'échographie. Et elle peut être déplacée, bien sûr, jusqu'au lit du malade. Il existe maintenant même des appareils portatifs qui sont faciles d'accès. Donc vraiment, c'est... Mais le problème, que l'échographie aussi, elle a des limites. Parfois, je ne sais pas si vous avez fait de l'échographie, le patient, il n'est pas du tout échogène. Donc vraiment, on a beaucoup de mal, on change de sonde 36 000 fois, mais on n'arrive pas vraiment à explorer ce qu'on veut. Et il doit être coopérant.
Il peut avoir des pansements des brins aussi, ça gêne l'exploration. Et l'opérateur aussi doit avoir une certaine expertise et doit connaître surtout l'anatomie et la sémiologie normale pour passer aux pathologies. Donc la qualité de l'image dépend des caractéristiques de la sonde, de la fréquence comme on l'a dit, de la résolution spatiale, de la résolution en contraste, c'est-à-dire l'échelle des niveaux de gris, et la résolution dynamique. Ça dépend du nombre d'images par seconde produites par la sonde. Donc vraiment, votre sonde, il faut savoir quelle sonde choisir pour explorer de manière optimale quel type d'organe. Les limites, c'est les artefacts, mais bon, en échographie thoracique, je pense qu'on utilise ces artefacts. Donc, exactement. Mais donc ces artefacts apparaissent quand les ultrasons font plusieurs allers-retours entre la sonde d'une interface très fortement réfléchissante. Et pour l'échographie thoracique, c'est l'air qui est très fortement réfléchissant. Donc c'est pour ça qu'on va avoir plusieurs allers et retours qui va nous donner cet aspect qui est dit en code AVAR que vous allez voir tout à l'heure. Donc, et on a aussi parfois, on peut avoir soit de larges bandes parallèles à la surface en intervalles réguliers, soit une queue de comète, ici, qu'on voit surtout pour les voies biliaires, pour la vésicule, on va plutôt avoir des artefacts en queue de comète qui sont de fins échos parallèles, mais très rapprochés, dessinant une traînée très étroite. Autre artefact, c'est ce qu'on appelle l'artefact en miroir. Vraiment, j'ai mis les artefacts qu'on peut rencontrer en échographie thoracique. Je n'ai pas mis tous les artefacts. Là, c'est ce qu'on appelle artefact en miroir. Cet artefact en miroir, en fait, c'est lorsqu'une image anatomique ou une masse se trouve entre la sonde et une interface très réfléchissante. Par exemple, ici, nous avons un angiome au niveau du foie. Et si vous faites un petit peu attention, donc là, c'est le diaphragme. Et là, on a la même image de part et d'autre du diaphragme. Donc pourquoi on a cette image? C'est un artefact en miroir, donc parce qu'en fait, on a ici la sonde, là c'est les ondes ultrasonores, donc ça va fortement se réfléchir sur le diaphragme, une partie va revenir à la sonde, une autre partie va encore se réfléchir sur l'angiome, elle va retourner au diaphragme et elle va finalement retourner à la sonde. Donc finalement, l'appareil va résonner en distance linéaire et il va placer cette structure en arrière du diaphragme. Et là, on a l'angiome qui est vu normalement avec la réflexion des ultrasons. C'est pour ça qu'on a les deux images de part et d'autre du diaphragme. Donc en écho thoracique, quand est-ce que vous allez trouver ça? Quand par exemple, vous allez explorer le diaphragme. On est amené à faire des échos thoraciques pour voir est-ce que le diaphragme il est normal ou on va mesurer l'épaisseur, on va voir si si le diaphragme a un mouvement normal, est-ce qu'il y a une brèche diaphragmatique. Donc on va être amené à faire des échos diaphragmatiques qui sont plus simples à droite. Et on peut avoir ou bien cet aspect-là du diaphragme, là c'est le foie, là le diaphragme avec une image hyper-échogène, ou alors on peut avoir cette image en triple couche. Là c'est aussi un aspect normal du diaphragme. Donc ce qui est la ligne hyper-échogène ici, c'est le foie et le diaphragme, la capsule hépatique. Ce qui est en noir entre les deux, c'est d'origine pleuropulmonaire. Et la troisième ligne, en fait, c'est une image en miroir de la première ligne hyperéchogène. D'accord? Donc, juste avoir à l'esprit que cet aspect du diaphragme, si vous faites une écho, c'est un aspect normal. Donc, on peut avoir ou ça, et ici, c'est en fait dû à l'artefact en miroir. Donc, merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, je reprends ce que j'ai dit au sein du groupe d'échographie thoracique algérien de GETA. Et je compte sur toi pour nous aider afin de créer notre propre groupe de JET. On va attendre FR, c'est ça? Voilà. Que vous pouvez consulter gratuitement sous une connexion à nous. Donc, vous pouvez consulter notre groupe. Alors, donc là, après la présentation de notre chef Dr Ardea, je pense qu'on peut parler le même langage et qu'on peut utiliser ces notions afin de les intégrer pour interpréter notre image échographique. Et je vais là vous parler du thorax normal. Au début, quel type de sonde va-t-on utiliser pour l'échographie thoracique? Donc là, on a ces deux sondes qu'on peut utiliser, mais il faut savoir, quand on n'a pas les moyens ou on n'a pas le luxe pour acheter les deux sondes, on peut se permettre d'utiliser la sonde convexe basse fréquence. Mais idéalement, on va avoir les deux, la convexe basse fréquence et la linéaire haute fréquence. Pourquoi? Parce que, par exemple, la convexe basse fréquence, elle a des avantages
Donc elle nous permet d'explorer le champ échographique en profondeur, mais le fait que les ondes ultrasonores arrivent en profondeur, on a une image avec une faible résolution spatiale parce que toute l'énergie parce que l'énergie n'est pas absorbée complètement au niveau de la partie périphérique. J'essaie de simplifier les choses. Je ne parle pas le même langage avec les radiologues, mais j'essaie de simplifier les choses. La partie périphérique n'absorbe pas complètement l'énergie. De ce fait, elle arrive jusqu'en profondeur, jusqu'à 17 voire même 20 cm, mais on ne peut pas voir les détails de l'image. Contrairement à la sonde linéaire haute fréquence, où toute l'énergie, où le maximum de l'énergie est absorbé au niveau des premiers 3 à 4 cm, comme ça, on voit bien les détails, donc c'est une sonde qui a une bonne résolution spatiale. Donc la convexe basse fréquence, c'est une faible résolution spatiale, mais qui arrive en profondeur. Également, sa forme qui est divergente, qui fait que le champ échographique part en profondeur tout en s'élargissant. Et puisque nous, l'intérêt, c'est les zones les plus profondes, comme ça, on a un champ plus large en profondeur. Par contre, la linéaire haute fréquence, on n'a pas besoin d'un champ qui est large, donc toute l'énergie qui est absorbée au niveau des 3 cm, on n'a pas besoin d'une forme divergente, plutôt d'une forme convergente, donc parce que ça s'arrête à 3 cm. Et là, vous pouvez voir sur l'écran, donc là, déjà, on voit que c'est linéaire. Sans regarder quel type de sonde utiliser, on peut dire que là, c'est la sonde linéaire haute fréquence, rien que par la forme du champ sur l'écran. Sinon, si on peut changer, voilà, il n'est pas tactile, voilà, on fera ça après. Sinon, si on va utiliser la sonde convexe basse fréquence, on aura comme un aspect curviligne au niveau du début du champ échographique. Donc, à partir de ces caractéristiques de ces sondes, on peut comprendre l'intérêt de chacune et l'indication de chacune. Pour la sonde convexe basse fréquence, qui a, comme j'ai dit, faible résolution spatiale, on va utiliser pour les pleurésies, on doit évaluer la profondeur maximale. Également pour le diaphragme, notamment si j'ai des sujets obèses, ou même avec une sonde convexe basse fréquence, des fois on ne peut pas arriver, ça dépasse les 17 cm de profondeur. Et la linéaire à haute fréquence qu'on utilise pour le pneumothorax ou pour les anomalies au niveau de la paroi, telles qu'un nodule ou une anomalie périphérique. La sonde sectorielle, elle associe des caractéristiques des deux sondes, c'est-à-dire c'est une sonde qui a un large champ sur un petit point de contact qu'on utilise notamment chez des sujets maigres où on n'arrive pas à avoir un bon contact avec la paroi thoracique. Pour évaluer ou pour avoir une belle image échographique, comme vous a expliqué Dr Ardé, il faut avoir un contact avec la paroi. Il ne faut pas qu'il y ait de l'air entre notre cible et la sonde échographique. Chez un sujet qui est maigre, si on va explorer le poumon, puisque la paroi est arrondie, quand on va mettre la sonde sur une chez un sujet qui est maigre, on n'aura pas un bon contact. Vous voyez, là, il y aura comme un seul petit point et donc on n'aura pas assez d'informations. Donc là, la sonde sectorielle a toute sa place, mais elle a les caractéristiques de la sonde convexe basse fréquence, donc on aura une image qui arrive en profondeur avec une basse résolution spatiale. C'est important de comprendre l'intérêt de chaque sonde pour pouvoir les utiliser là où il faut, mais quand on n'a pas les deux, la sonde convexe basse fréquence peut nous permettre de répondre aux questions, notamment par rapport aux épanchements pleuraux, liquidiens et gazeux, ou pour les pneumopathies également. C'est un peu compliqué de les utiliser pour les anomalies de la paroi, mais bon, on peut faire ce qu'on veut. Alors, autre chose aussi importante à comprendre, les écostructures élémentaires. Le thorax, il est fait de quoi? De structures osseuses, les côtes, d'air et de liquide quand il y a un épanchement pleural. Donc c'est important de connaître l'écostructure élémentaire de chacune. L'os, donc ça paraît comme un aspect, regardez, c'est une ligne hyper échogène avec un condambre postérieur pur. Donc là, quand on parle d'os, c'est un condambre postérieur pur, c'est tout noir. D'accord? Pourquoi c'est tout noir? Parce qu'il y a une réflexion complète avec une absorption. L'os, comme a dit, c'est une structure en miroir, elle ne laisse pas passer les ultrasons. Aucune énergie ne passe derrière une structure osseuse. Donc ça cache tout ce qui est derrière. L'os, donc ça apparaît comme une ligne hyper échogène avec un condambre postérieur. L'eau, qui est une structure et qui va assurer une transmission des ultrasons, va donner un aspect derrière
anéchogène, l'eau va apparaître comme structure anéchogène avec un renforcement postérieur. Donc là, quand vous êtes sur votre écran et vous voyez une image anéchogène, c'est important de voir ce qui se passe au-dessus ou en dessous pour pouvoir interpréter correctement cette image. Je m'explique. Quand j'ai un aspect anéchogène, quand je descends en bas et je vois que derrière il y a un renforcement postérieur, je peux conclure que c'est une structure liquidienne. Par contre, quand je monte en haut ou un peu au-dessus, et je vois qu'il y a une structure hyper échogène, et en bas il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de renforcement postérieur, donc là je peux dire que c'est une structure osseuse. Donc c'est important quand vous mettez votre sonde sur le thorax, de voir l'intégrité de l'image, ce qui se passe avant et ce qui se passe après, pour ne pas interpréter à tort l'image. Pour l'air, et là c'est important, et là c'était l'obstacle majeur de l'échographie thoracique, donc l'image qu'on a, elle est créée à partir d'artefacts, et l'air apparaît comme une ligne hyper échogène parce qu'il y a de la réflexion, et derrière il y a un aspect de condambre postérieur impur. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de dispersion. Quand les ondes ultrasonores rencontrent l'air, ça va créer un artefact de dispersion qui va faire que les ondes vont s'éclater et vont partir dans tous les sens, et ça va apparaître pas comme un condambre postérieur impur avec des pointillés gris. Et là, il faut faire attention, ces pointillés gris, c'est un artefact de dispersion qui va bouger. Donc là, ça caractérise l'air du poumon et l'air qui respire. Donc là, c'est notre écostructure élémentaire qui va nous permettre d'interpréter l'image échographique du thorax normal par la suite. Donc, commençons par le début. Là, notre sonde, on va la mettre sur la paroi thoracique. Cette paroi, elle est constituée d'œdèmes, des couches musculaires et faciales, des côtes. Entre les côtes, il y a les muscles intercostaux. Et en dessous, il y a le fascia endothoracique et après, il y a la perce. Donc, on va voir en échographie qu'est-ce que ça donne. Est-ce que vous pouvez interpréter cette image? À part Adam qui a déjà fait de la technique. Alors, je comprends que c'est un peu difficile, mais vous voyez que c'est très simple. En appliquant les notions qu'on a déjà vues, dans une minute, vous allez pouvoir tout comprendre. Quelques petites notions par rapport à l'orientation de l'image, parce qu'on devait faire ça, mais là, pour gagner du temps, je vais vous en parler rapidement. L'orientation de l'image, c'est très important. Donc, le haut de l'image, là, c'est la partie périphérique. Là où on va mettre notre sang, c'est le contact avec la peau et la paroi. La partie la plus basse, c'est le thorax en profondeur. C'est-à-dire là, c'est la peau et là, c'est la profondeur. La partie qui est sur la gauche, c'est la partie crâniale. Là, c'est la tête du patient et là, c'est la partie caudale, c'est les pieds du patient. C'est important de connaître l'orientation de l'image, notamment quand on va faire des repérages et on va fonctionner le patient. Comme ça, si on maintient notre sang dans le sens inverse, on va tout faire correctement, sauf que le repère que j'ai dans le sens inverse. Donc, chose très facile pour savoir où est-ce qu'on est, on va tenir notre sang dans les mains et puis on va la toucher. Donc, si c'est une session, on va faire ça sur la tête. C'est pas tactile. Donc là, si notre doigt bouge sur la partie droite, c'est que là, on va mettre, c'est que cette partie-là, c'est la partie crâniale. Donc on va mettre notre sang, et si on l'utilise en longitudinal, dans ce sens-là. Donc tout ce que je veux dire. Donc là, c'est la partie crâniale, là, c'est la partie caudale. Ça va bouger sur la partie droite de l'écran. Si par exemple, et ça bouge sur la partie gauche, c'est que je dois l'inverser. Après, je peux l'utiliser qui m'inhab l'essentiel, l'orientation qui est de droite, de gauche, ou de bas. D'accord? Donc là, c'est une coupe longitudinale, et là, c'est une coupe transversale. C'est bon? On ne met pas directement sur le cristal, pour ne pas le bousiller, et hop. Alors. Regardez là, si vous arrivez à voir. Ça bouge de ce côté-là. C'est pas grave, ça bouge en bas sur une partie pratique, c'est que quand je vais la mettre, là c'est le haut et là c'est le bas. L'axe, donc ça bouge sur la partie inférieure. D'accord? Sur une coupe longitudinale, hein, sinon sur une coupe transversale, c'est pas ça.
c'est ça. Donc là, en échographie, qu'est-ce qu'on va voir? Les tissus mous sous-cutanés, les côtes. Comme on a dit, les côtes, c'est une structure osseuse qui ne laisse pas passer les ultrasons, donc ça apparaît comme une structure ligne hyper échogène, et derrière, c'est un condambre postérieur pur, c'est tout noir. Donc regardez, hop, les côtes, et derrière, le condambre postérieur de la côte. Entre les côtes, il y a les muscles intercostaux. Juste en dessous des muscles intercostaux, il y a la ligne aérique pleuropulmonaire qui correspond finalement à l'adossement entre plèvre viscérale et plèvre pariétale, et c'est le début du poumon auquel on s'intéresse finalement. Et comme c'est de l'air, le poumon c'est de l'air, ça apparaît comme une ligne hyper échogène, et derrière, grâce à l'artefact de dispersion, il y a ce qu'on appelle le condambre postérieur impur. Donc finalement, cette image correspond à l'image échographique normale. À chaque fois où on va mettre notre sonde sur le thorax, on doit commencer par chercher cette image. C'est comme un repère pour savoir, connaître la pathologie de ce qui est normal finalement. D'accord? Donc vous pouvez prendre cette image en photo, comme ça, vous allez la garder en tête par la suite. Donc, après, on va voir toutes les structures en détail. Donc, la paroi, finalement, c'est la succession de lignes hypo-échogènes parallèles à la surface. Ça correspond au derme, à l'épiderme et les fascias. Puis, finalement, sous la paroi, il y a les côtes. Donc, comme on a dit, la côte, c'est une structure osseuse. Ça apparaît comme une ligne hyper-échogène avec un condambre postérieur pur, c'est tout noir. À chaque fois où on a une image anéchogène, toujours, il faut s'assurer, est-ce que c'est une image plutôt liquidienne ou osseuse. Donc, comme j'ai dit, il faut prendre compte. Là, c'est une faute très fréquente. Ce n'est pas un épanchement, on voit une image anéchogène et là, on va directement piquer le patient. Donc, il faut vraiment faire attention. Et pour ne pas effrayer nos amis radiologues qui, à chaque fois, disent on peut avoir des pièges en échographie, donc à chaque fois, il faut chercher les bons problèmes. Voilà. Donc et puis après, la ligne pleuropulmonaire aérée, comme j'ai dit, c'est le début du poumon, c'est de l'air. Donc, on a nos côtes avec les lignes hyperéchogènes en dessous, le condambre postérieur impur, 1 cm en dessous entre les deux côtes, on va retrouver notre ligne hyperéchogène avec son condambre postérieur impur, c'est tout gris, qui correspond finalement à la ligne pleurale ou la ligne pleuropulmonaire aérée du poumon. Donc notre poumon est là aussi, puisque c'est de l'air, il va y avoir des artefacts. Ces artefacts sont importants à connaître. Il y a les lignes A et les lignes B. Donc les lignes A, ce sont des artefacts de l'air et ça correspond à des lignes horizontales hyperéchogènes qui vont se constituer de façon horizontale et parallèle à la ligne pleuropulmonaire aérée, et ce grâce à l'artefact de réverbération. Finalement, ces lignes A n'ont pas d'intérêt dans la pathologie, elles sont là. Bon, après, ça a été étudié dans la distension thoracique et tout ça, mais finalement, ce que vous devez retenir, ces lignes A, ça existe. Mais moi, j'ai constaté que c'est plus nombreux chez les jeunes, peut-être. Ça diminue en nombre chez les sujets âgés, mais finalement, ça n'a pas intérêt c'est un artefact de réverbération, c'est un artefact de répétition plutôt, de la ligne pleuropulmonaire. Ce qui est important, ce sont les lignes B. C'est presque la même chose que les lignes B de Kearney qu'on voit à la radiographie du thorax. Les lignes B, ça correspond à une ligne hyperéchogène, verticale, qui prend l'essence de la ligne pleuropulmonaire aérée et qui va en profondeur sans épuisement, comme une ligne en laser. Et quand elle va rencontrer une ligne A, il n'y aura pas une interruption de la ligne B. Donc ces lignes B sont très importantes à reconnaître. Et donc c'est important d'utiliser un grand champ échographique. Donc on va utiliser la sonde convexe basse fréquence. Pourquoi? Parce qu'on doit vérifier si ces lignes B arrivent jusqu'en profondeur sans épuisement. Sinon, ce n'est pas une vraie... Sinon, ce n'est pas une vraie ligne B. C'est important à rechercher, mais aussi c'est important à compter le nombre de lignes B, parce que sur un champ échographique normal, il ne doit pas y avoir plus que 3 lignes B. Quand on dit champ échographique normal, là où on a mis notre sonde, donc à peu près c'est un espace et demi, ça va dépendre de la corpulence de notre patient. Donc plus que 3 lignes B par champ échographique, c'est pathologique. Et quand c'est très nombreux, ça correspond finalement à une atteinte interstitielle qui peut être un syndrome interstitiel comme une fibrose pulmonaire, ou aussi ça peut être de la surcharge.
Donc c'est une attente interstitielle qu'on va interpréter en tenant compte du contexte clinique. Mais ça peut être d'un grand apport dans la prise en charge thérapeutique et ça l'était notamment dans la Covid, certainement tout le monde l'a utilisé. Ou quand on avait un patient fébrile, avec tout un contexte clinique évocateur de Covid, on met la sonde échographique entre plusieurs lignes B, qui, dans certaines situations, quand c'est une atteinte sévère, ces lignes B seront confluentes, et là on parle même d'un aspect en tempête de neige, où tellement les lignes B sont nombreuses, sont confluentes, on a un aspect blanchâtre de tout le poumon, et là ça correspondait à des atteintes très sévères. Voilà. Donc les lignes B, c'est un artefact ampulcomètre qui prend l'essence de la ligne pleurale, qui est bien défini en laser, qui est hyper écogène, descend sans épuisement, efface les lignes A, mais surtout aussi qui bouge dans le même sens que la ligne pleurale. On va voir par la suite que cette ligne pleurale est dynamique et n'est pas statique, elle bouge puisque c'est l'air du poumon aéré, donc c'est de l'air qui respire et qui bouge effectivement. Donc, en mode B, donc aussi sachez qu'en échographie thoracique, il y a deux modes qu'on peut utiliser. Le mode B, c'est le mode bidimensionnel où on voit l'image sur une échelle de grille. Il y a aussi le mode temps-mouvement qu'on va voir par la suite, qui va nous permettre d'étudier une image mobile, comme le diaphragme notamment. Donc en mode B, on va vérifier cette ligne hyper échogène, c'est-à-dire la ligne pleuropulmonaire du poumon aéré, qui doit bouger. Comment ceci va être exprimé sur l'échographie? Regardez, on reconnaît notre structure ligne du poumon aéré parce qu'elle est à 1 cm en dessous de la ligne hyperéchogène suivie par un condambre postérieur pur des cartilages, des côtes. Donc là, on a deux côtes. 1 cm en dessous, on a la ligne pleuropulmonaire aérée. Et regardez derrière aussi, l'artefact de dispersion dont je vous ai parlé, ça bouge également. Donc cette ligne pleuropulmonaire, elle glisse, elle bouge, elle scintille. Et là, on parle du signe de glissement qui correspond au signe de mouvement pulmonaire en mode B. Des fois, c'est difficile au début de faire la part entre glissement et pas de glissement. Il va parler de ça par la suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire un examen comparatif et symétrique pour sensibiliser vos yeux par rapport au glissement. Au début, là je vous prête l'écran, là c'est pas évident. Donc déjà on va diminuer la profondeur de l'écran pour avoir notre image échographique au tiers ou plutôt à la moitié du champ échographique. Comme ça on va mieux visualiser le glissement qui est encore mieux visible quand on va utiliser une sonde linéaire haute fréquence. Et derrière, comme je vous ai dit, il y a le condambre postérieur impur mobile qui bouge également. Ce mouvement pulmonaire, on peut le voir en mode temps-mouvement. Donc le mode temps-mouvement, on peut l'utiliser pour étudier une structure qui bouge, le diaphragme, mais aussi le poumon, parce que le poumon est en train de respirer, donc ça bouge. Ce mode temps-mouvement, ça correspond à une image c'est-à-dire qu'il va traduire le mouvement de notre image cible en mode B. Et là, sur cette image échographique, on a le mode temps-mouvement, où au niveau des ordonnées, on va avoir la profondeur de l'image, la paroi sur la partie la plus haute, la plus superficielle, et plus en profondeur, on a le poumon profond. Au niveau des abscisses, on aura le temps qui est en train d'avancer. C'est-à-dire le mode temps-mouvement, ça étudie un seul point du poumon où on va mettre notre curseur. Le curseur, on va le fixer par la suite avec la souris. Si je veux étudier ce point-là, je vais fixer mon curseur et donc là, le mode temps-mouvement va me donner une information sur les mouvements à ce point-là au fil du temps, à l'instant T0, T plus 1, T plus 2. Et parce que moi, je tiens la sonde de façon fixe, je ne suis pas en train de bouger. Alors quand on voit le mode temps-mouvement, le temps est en train d'avancer et les mouvements changent à ce point-là. Quand le temps il avance. Je ne suis pas en train de bouger, c'est toujours au même point. Ça me donne une information à un seul point. Si je veux avoir une information sur plusieurs points, là on parlera du mode TM dynamique, où le temps avance, le poumon ou la structure à étudier est en train de bouger, et moi aussi je suis en train d'avancer, et là d'autres indications, mais pour faire simple, le mode TM, on va fixer le tir avec la ligne verte qui n'est pas visible ici, et je veux étudier le mouvement de la ligne pleuropulmonaire ou de la ligne pleurale. En mode temps-mouvement, ça va me donner cet aspect en
rivage. Pourquoi? La paroi, elle correspond aux écus, à la mer. La dernière ligne hyper-écogène correspond au col. Et cet aspect, le phénomène de dispersion avec le condambre postérieur impur, ces pointillés de l'air pulmonaire, ça va correspondre au sable. C'est pour ça qu'on appelle cette image, c'est comme un aspect de rivage. Après, il y a plusieurs appellations. L'échographie, comme c'est de l'artefact, Colbert et Tsam, les aspects. Je sais pas, tu vois, moi je pense que je vais finir. C'est pas grave. Donc là, on parle d'un aspect en rivage, en mode temps-mouvement. Donc là, ce qu'on a vu, c'est des artefacts, il y a les lignes A et les lignes B. Les signes de mouvement, en mode B, on a le signe de glissement, et en mode temps-mouvement, on a le rivage. Et juste une petite astuce pour vous repérer un peu, parce que là, c'est une trop belle image. Hein. Mais par exemple, si vous avez votre ligne pleuropulmonaire à 2 cm sur le mode B, on va garder bien sûr la même profondeur sur le mode temps-mouvement et on va la vérifier à 2 cm, comme ça on aura plus de... Voilà. Et toujours, il faut faire attention à ce que notre curseur reste bel et bien sur notre image cible. Parce que quand on va mettre du gel, le gel va faire glisser la sangle et on reste concentré sur notre écran. On va se retrouver au niveau de l'abdomen et on interprète un peu notre image. Donc toujours, il faut avoir un contact avec la paroi thoracique pour ne pas faire glisser la sangle. Comme ça, notre curseur n'est pas sur la côte. Et moi, je dis, il n'y a pas de rivage. Il y a un autre aspect qu'on va voir après, c'est un pneumothorax. Et je vais mettre un brin à notre patient. Il faut toujours vérifier que notre image n'est pas en train de glisser. Donc là, c'est l'aspect en rivage. Puis après, le mouvement pulmonaire peut être étudié également par le pouls pulmonaire. C'est quoi le pouls pulmonaire? Je vais très rapidement, ça va. Le pouls pulmonaire, c'est la transmission vers la paroi des mouvements cardiaques qui va faire que sur le mode temps-mouvement, il va y avoir ces petites encoches qui vont correspondre, si on va mettre un ECG, au QRS, c'est-à-dire au mouvement cardiaque. Quand ce mouvement, quand ces battements seront présents en échographie, ça témoigne que tout est accolé, donc il n'y a pas d'obstacle entre le cœur, le péricarde, le poumon et la paroi thoracique, donc il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'épanchement. Quand on n'a pas cet aspect-là de pouls pulmonaire, on ne peut pas tirer une conclusion, parce que par exemple le sujet âgé qui a un aspect sénescent de ces tissus conjonctifs, on n'aura pas une transmission normale des mouvements cardiaques vers la paroi. Donc ces signes sont importants à connaître, mais par la suite, on va voir comment les interpréter. L'échographie thoracique doit obligatoirement passer par une formation minimale qui ne prend pas beaucoup de temps pour ne pas interpréter à tort les images échographiques, parce qu'il y a beaucoup d'artefacts et il y a beaucoup de pièges également. Voilà, donc en résumé, le poumon, c'est la ligne hyperéchogène aérique avec un condambre postérieur impur, ça correspond à la ligne pleurale du poumon, Waktesh. Nous, je colle ligne hyperéchogène, je vois, ça correspond au poumon. Non, il y a des conditions à respecter. Quand il y a des artefacts, notamment des lignes B, on a ces lignes B, elles partent en profondeur sans épuisement, donc obligatoirement on doit utiliser un champ large pour vérifier que ça arrive en profondeur. Ou si on détecte un mouvement, le glissement en mode B, le rivage en mode TN ou le pouls pulmonaire en mode temps-mouvement. Et bien sûr, il faut se donner les moyens pour avoir une image interprétable. Ces moyens passent obligatoirement par un bon réglage de la machine, quand je fais une partie pratique. Il faut commencer toujours par une profondeur maximale qu'on va adapter après selon notre image cible. Le gain, c'est le degré de brillance de l'image. On va utiliser généralement l'autogain qui est présent sur les machines, sinon on peut le modifier manuellement. Et bien sûr, le type de sonde selon chaque anomalie. Est-ce qu'on a fini? Non, sur le thorax normal. Il y a une zone qui est très importante, c'est la zone de transition ou la zone de la jonction thoraco-abdominale. Pourquoi? Parce qu'à la jonction, le poumon aéré va descendre à l'inspiration et va masquer par son condambre postérieur impur les structures abdominales. Sur l'échographie, ça va apparaître comme suit. Regardez, on a le poumon. Donc là, vu qu'il y a ne serait-ce qu'une petite infime quantité d'air,
Les ultrasons, ça rencontre ne serait-ce qu'un millimètre au cube d'air, derrière va nous donner un aspect de condambre postérieur impur. Le poumon. Non. Là, c'est que la pointe du poumon qui contient de l'air, ça va donner cet aspect-là. Et donc, ça va descendre à l'inspiration, hop, et ça remonte à l'expiration pour parler du phénomène signe de Rideau. Qui, quand ce signe est conservé, va nous dire qu'il n'y a pas d'anomalie au niveau de la cavité pleurale, à type d'épanchement pleural qui tient. Le poumon descend à l'inspiration, remonte à l'expiration par son condambre postérieur impur. Voilà, cette zone de transition à droite, vous voyez, et à gauche. Voilà. On passe ça. Et le diaphragme, qu'on peut visualiser avec plusieurs façons, mais en l'absence d'épanchement pleural, le diaphragme ne peut pas être visualisé par voie costale, on va le voir par une voie abdominale, et pour ça, on va utiliser une sonde convexe basse fréquence pour avoir une profondeur maximale. Donc le diaphragme va apparaître comme une ligne curviligne, hyper échogène, qui bouge avec des mouvements respiratoires. Je dois m'arrêter là parce que finalement on n'a pas beaucoup de temps. Et là, je vous laisse prendre en photo cette image échographique. Comme ça, on va s'attaquer à la partie pathologique. Ça va? Il n'y a pas de questions? Qui est libre du diaphragme, qui va me permettre de mesurer l'excursion diaphragmatique. Sinon aussi, la coupe costale va me permettre de calculer la fraction de raccourcissement qui est allant entre inspiration et expiration. Le diaphragme va se raccourcir avec quel degré? D'accord? Donc je vais voir l'insertion costale en utilisant une sonde linéaire haute fréquence. Et je vais pouvoir mesurer l'épaisseur du diaphragme à la fin d'inspiration et à la fin d'expiration. Et c'est la fraction de raccourcissement, c'est épaisseur inspiratoire moins expiratoire sur inspiratoire fois 100. Bien sûr, c'est un pourcentage. Bien sûr, il faut toujours faire soit en respiration calme, soit en respiration forcée pour que les résultats soient interprétables. Et au niveau du même espace intercostal. D'accord? Sinon, quand j'ai un épanchement pleural, là, à travers une coupe costale, la courbure diaphragmatique et on peut voir si cet aspect. Je te donne mon enquête. Pour voir finalement si le diaphragme bouge ou pas, si la courbure diaphragmatique est conservée ou inversée, et pour aussi calculer l'excursion diaphragmatique. Oui, j'ai trouvé. Et on va choisir Tu vas bénéficier d'une formation gratuite lors de la prochaine. Pourquoi pas, bien sûr. Prochain niveau 1. Groupe d'échographie thoracique tunisien. Déjà, c'est animé, vache malade. Donc, je dis un décret. Merci. Ça marche toujours pas? Non, c'est juste pour la section que tu as. Ah, bah oui. Le logo est prêt avant le cours. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis pneumologue, maître de conférence en pneumologie en Algérie. Et je représente le groupe d'échographie thoracique algérien. D'accord? Donc le repère de la sonde qui est ici. C'est là. Chaque sonde a son repère. D'accord? Donc il doit être dirigé vers la région crânienne. Et
la partie inférieure, bien sûr dirigée vers la région centrale, mais il faut oublier, je pense qu'en majorité vous êtes des pneumologues, donc il faut oublier les règles de la radiographie standard. Ce n'est plus les rayons X et ce n'est plus la même orientation. Donc, vous avez un patient qui est assis, vous mettez la sonde en position longitudinale, le repère il est dirigé vers le crâne, mais sur l'écran, vous avez ça. D'accord? Donc on va inverser la vision de l'image et la gauche de l'écran, c'est la partie crânienne et la droite, c'est la partie caudale. D'accord? Et le terme qu'on utilise en échographie thoracique, en échographie d'une façon générale, il n'y a pas supérieur et inférieur, il y a superficiel et profond. Plus la lésion elle est proche de la sonde, donc elle est dite superficielle, plus elle est loin, elle est dite profonde. Et j'ai mis repère pour dire que ça correspond à la partie supérieure et ça correspond à la partie inférieure. Et tout dépend de l'orientation de la sonde. D'accord? C'est juste des notions qu'il faudrait garder en tête et, Inch'Allah, avec les formations ultérieures, vous allez mieux comprendre les choses. Mais c'est surtout en pratiquant. Alors, je vais balayer, je vais rechercher s'il y a du liquide. Je trouve du liquide. Et bien sûr, ça a été bien mentionné par les collègues sur les côtes, qui sont l'ennemi des ultrasons, donc ça ne va pas laisser les ultrasons traverser. Et bien, pour mieux visualiser ma pleurésie, je fais une rotation progressive, de telle sorte que la sonde soit dans l'espace intercostal pour dégager les côtes de haut et de bas. D'accord? Et comme ça, j'ai une vision pratiquement complète de mon thorax et ainsi du poumon sous-jacent et voire même du diaphragme. Donc, coupe longitudinale, j'arrive à ma zone d'intérêt, je fais une rotation progressive et je me mets en intercostal de telle sorte que je dégage les deux côtes supérieures et inférieures. Et bien sûr, l'objectif principal, c'est de trouver le liquide, essayer de faire un diagnostic étiologique si on peut le faire, et surtout d'évacuer le liquide ou bien d'avoir un échantillon pour les tests. Et dans ce cas-là, j'essaie de trouver la zone de préférence où je peux ponctionner et en d'accord? Et ça, on va rapidement voir ça, mais vraiment c'est très très bref comme ici. En échographie thoracique, il faut oublier les notions de la radiographie qu'on utilise régulièrement dans notre langage courant. Donc, on ne parle plus de densité et clarté, mais d'écogénéité. Plus c'est noir, c'est anéchogène, ça n'absorbe pas les échos, bien ça ne réfléchit pas les échos. Plus c'est blanc, plus c'est échogène, voire hyper-échogène. D'accord? Donc, le terme qu'on utilise, c'est... Bonjour. Bonjour. Ça va très bien. Juste, on a combien de temps? 10 minutes? Ouais. Parce que c'est on arrive à peine à minuit ce soir. D'accord. Ok. En tous les cas, on compte sur vous pour nous organiser un atelier comme il se doit en échographie thoracique. C'est le prix à payer. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Regarde, on vous donne les 10 minutes, puis après, on laisse ceux qui ont déposé à partir. On donne le parti pratique, puis on va vous attendre. Et on se En tous les cas, on est là toute la journée. Hein. Ouais. Je pense que notre ami prestataire, il est là. Allez, c'est bon, la terre. Alors, au moins, on finit la partie pratique théorique 10 minutes, comme ça, on va... Est-ce que vous avez des 10 minutes des postéristes? J'ai 3 composantes, je suis sûr que ça c'est du liquide. Ça, en devinant, hein, ça correspond par exemple pulmonaire cassé ou sous-jacent. Ça, cette structure-là, c'est le poumon qui est aténophasié, diaphragme et la structure sous-jacente du diaphragme, que ce soit la rate ou le foie. Mais ça, vous pouvez le voir en temps réel. Vous descendez juste un peu la sonde, vous allez voir votre rate ou bien votre foie. Et vous êtes sûr que ça c'est le diaphragme et ça c'est la connexion liquidienne et vous pouvez repérer votre site de ponction de façon précise. Je t'ai passé devant. Je ne veux pas faire la totalité, hein. Je veux transmettre le message pour qu'il puisse... Hein? On passe de photographe. D'accord. Alors ça c'est l'aspect un peu moins noir, c'est-à-dire il y a plein de points à l'intérieur, hein. C'est un aspect plutôt échogène, donc on a un liquide qui est très riche en cellularité. Ça c'est des cloisons, hein. Il n'y a pas besoin de faire des études pour ça.
Ça, c'est un aspect plutôt dit complexe, c'est-à-dire on a des cloisons avec un aspect moins clair que les autres, donc des zones un peu écogènes et des zones un peu anécogènes et des zones un peu écogènes. C'est une pleurésie dit complexe, souvent retrouvée dans le cadre des pleurésies infectieuses. C'est clair, hein? Vous avez ici, je pense que c'est à gauche, là vous avez votre diaphragme, votre rate, le liquide, et là c'est une lobe inférieure qui est déjà atelectasée. D'accord? Ça c'est important, Islam a parlé du temps mouvement, c'est très simple, lorsqu'on active le mode TM, je peux le chercher, ça va évaluer les mouvements de la structure à travers un point bien déterminé. Et je peux voir les mouvements des structures sous-jacentes et je peux rapidement écarter les pachypleurites, les atelectasies, les différencier des pleurésies. Islam, bon, ça c'est le cloison, bon, je ne peux pas m'étaler sur ça. Vous pouvez voir tout ce qui est lésions associées, des nodules diaphragmatique, un épaississement pleural et diaphragmatique. Là, on est dans le contexte de la malignité. Il y a aussi le fameux Swelling sign, bien le signe de Plancton. On voit le mouvement des structures à l'intérieur de la pleurésie. C'est une hypercellularité, très évocateur de malignité, et on peut le retrouver dans le contexte d'infection. Ça, c'est pour le sujet qui est un peu en soins intensifs. On ne peut pas le mettre en position assise. On fait l'échographie en position du malade, et là on a le fameux signe de la colonne vertébrale, d'accord? On oriente notre sang à travers le foie vers la colonne vertébrale. Donc, vous êtes jugé normal, vu qu'il y a de l'air, l'air il va disperser les ultrasons, je ne vais pas voir la colonne vertébrale. Si j'ai une collection liquidienne, parce que le sujet est en position couchée, le liquide va s'accumuler en postérieur, le liquide qui est une fenêtre acoustique, alors va me permettre de voir les vertèbres, et donc je peux rapidement détecter une pleurésie chez ce sujet en soins intensifs. Je passe, on peut voir l'état du poumon sous-jacent, là c'est un poumon avec des petits points blancs qui peuvent correspondre à des bronchogrammes, et donc ça peut être une pneumonie sous-jacente. D'accord? La télectasie. Là, c'est un poumon qui est un peu collabé. Je vois une structure hypogène à l'intérieur qui peut correspondre à un processus plastique ou autre. Il y a un abcès ou bien une connexion liquidienne. Ça, on a parlé sur l'aspect du diaphragme. Là, c'est un aspect normal et ça, c'est un aspect qui est un peu concave au haut. Donc, c'est un diaphragme qui est en souffrance et systématiquement, sur le plan clinique, on a un sujet qui est très discriminé. Ça, c'est comment voir le diaphragme. Vous allez voir ça lorsque l'Islam, Inch'Allah, va nous organiser la formation complète. D'accord? Les mesures, on peut mesurer l'abondance du liquide. Il y a plusieurs modalités, la profondeur, l'épaisseur, la distance du poumon par rapport au diaphragme, mais aussi un moyen très simple, on peut compter les espaces intercostaux du liquide et les prendre comme modèle. Le compte rendu, vous pouvez mentionner 2, 3, 4 espaces intercostaux. Et par la suite, vous pouvez contrôler votre malade, il reste 2 espaces intercostaux. Ça, c'est l'image qu'on peut avoir. La position du malade compte beaucoup. Là, c'est la position droite. Là, c'est un peu incliné. On voit la différence du liquide, c'est-à-dire entre la première et la deuxième image. Donc, méfiez-vous. La fonction, fait l'échographie, fait le repérage et revient pour là. Ça n'existe pas. On guide les procédures. On repère les structures sous-jacentes. Ça, c'est capital. Pour la ponction, il faut éviter la région trop postérieure parce que les intercostaux elles sont très hétérogènes dans cette partie. La partie la plus sûre, selon cette étude, c'est la partie plutôt latérale. Et avec l'écho, on peut détecter le liquide et aussi les vaisseaux intercostaux. On détecte bien sûr le V. Bon, là, on fait la ponction. On peut voir même surveiller la ponction en paire. On peut détecter notre aiguille qui est là, ou bien notre cathéter. On peut suivre l'évolution de l'évacuation du liquide, petit à petit, on surveille et on voit, on oriente notre aiguille jusqu'à vraiment évacuation de la totalité du liquide. Ça, c'est les particules qu'on passe. Pour le pneumothorax, écoutez, c'est simple. En 2 mots, on doit éliminer les signes d'un poumon normal. Donc pas de signe de glissement, pas de ligne B. Et il y a qui nous dit que c'est un poumon normal, ça écarte un pneumothorax.
Et si je n'ai pas ça, et j'ai un contexte favorisant, je peux rapidement poser le diagnostic de pneumothorax. Un polytraumatisé qui n'a pas les signes de glissement, il n'a pas de ligne B, je peux aisément parler de pneumothorax. Mais aussi, il y a des signes pathognomoniques. Deux signes, je vais en parler, un seul signe, je vais en parler. Donc là, le fameux signe de Côte-Barre. Islam a parlé de signe de seashore, le signe de rivage, d'accord? Mais vu que c'est un curseur, et je donne toujours l'exemple de l'ECG, il n'y a pas de mouvement, tout est en tracé, donc c'est des lignes hyper hétérogènes parallèles jusqu'au bout de l'écran. Et donc c'est le fameux signe de Côte-Barre. Maintenant, il n'y a rien qui bouge dans cette région-là, et ça peut évoquer bien sûr un pneumothorax. Donc le fameux Côte-Barre. On passe à le point poumon. C'est quoi le point poumon? On a vu le Côte-Barre, c'est-à-dire rien ne bouge. Mais parfois, lorsque je mets ma sonde dans la zone que je cherche le point d'accollement qui est l'endpoint, le poumon, lorsqu'il va se décoller, parce qu'il y a un pneumothorax, donc j'ai le fameux Côte-Barre. Donc quand il va se mettre en contact avec la paroi, j'ai le fameux signe de rivage. Donc j'ai une alternance, le signe de rivage et le Côte-Barre. Et c'est le fameux point poumon qui pathognomonique du pneumothorax. Vous trouvez ça, vous pouvez mettre votre aiguille, ou bien votre cathéter, ou bien votre drain, si bien sûr votre malade nécessite. Où est-ce que je mets ma sonde? Dans ma région, c'est l'opposé de la pleurésie. La pleurésie, c'est plus gravitationnel, c'est vers les bas. Donc l'air, il va s'accumuler dans les régions les plus hautes. Donc si j'ai le malade en décubitus dorsal, c'est plutôt la zone 2. Si j'ai le malade en 45 degrés, en 2 à 6, c'est plutôt la zone 1. D'accord? Ça, c'est le deuxième point, c'est pour diagnostiquer le pneumothorax, c'est le fameux signe de l'hydropneumothorax. Ça ne bouge pas. Bon. Je ne vais pas m'étaler sur ça. Ça, c'est le complément. Ça, c'est l'hydropneumothorax, parce que ça, c'est pas la ligne de glissement. D'accord? Quand j'ai du liquide ici, et j'ai de l'air ici sans ligne pleurale. Donc systématiquement, c'est un hydropneumothorax. D'accord? Par contre, là, j'ai un signe de glissement. Vous pouvez voir la ligne ici qui va et vient. Donc ça, c'est la ligne pleurale. Donc ça, c'est le poumon qui est collé avec la pleurésie. Mais par contre, ici, je n'ai pas de ligne pleurale. Et c'est très évocateur d'un hydropneumothorax. Et on peut rapidement poser le diagnostic d'un pneumothorax. J'espère que j'ai pu stimuler votre appétit en échographie thoracique. Je remercie mon père frère Islam et la Société Tunisienne des malades respiratoires et l'envie à la génétique. Merci beaucoup. Qu'on va utiliser, puis après le mode. Donc il y a des modes abdomen, sinon sur les nouveaux appareils, il y a même le mode poumon. Personnellement, je n'utilise pas le mode poumon parce que je vois que les pré-réglages ne sont pas bien adaptés à notre... donc je préfère d'IMA le mode abdomen. Comment? Il y a des modes poumon, là, sur les nouveaux appareils, prédéfinis. Les modes prédéfinis, c'est-à-dire les réglages sont faits de façon adaptée pour l'exploration de cette partie-là, que ce soit abdomen, poumon. Donc pour la convexe basse fréquence, poumon, s'il n'y a pas poumon, on va utiliser le mode abdomen. Sinon, pour la linéaire haute fréquence, soit vasculaire ou thyroïde. Il n'y a pas poumon pour la musculo-squelettique. Voilà. Donc on a choisi la sonde, on a choisi le mode, le programme, je veux dire. Puis après, le gain, en règle, le gain, c'est la brillance de l'image en autogain. Il ne faut pas que ce soit trop blanc ni trop noir, sinon on peut interpréter à tort une image. Puis après, là, on va commencer toujours par le mode B. Puis après, on a la profondeur, c'est le depth. Il faut faire attention qu'il y a une différence entre depth et zoom. Depth, on va diminuer la profondeur de l'image. Donc toujours on commence avec une profondeur maximale, puis après on va adapter la profondeur de notre champ échographique au niveau de l'anomalie. Pourquoi c'est important de diminuer la profondeur d'une image? Parce que en diminuant cette profondeur, les ultrasons auront une distance moindre à parcourir. Donc ils vont revenir à la sonde plus rapidement. Donc on aura un gain d'énergie. Donc comme ça, on va améliorer la résolution spatiale de l'image, même en utilisant la sonde convexe basse fréquence. Par contre, si on va zoomer, ça ne va pas diminuer la profondeur du champ.
Donc pour améliorer la qualité, sauf la profondeur du champ échographique. Je commence avec 17, je vois que mon épanchement pleural, ou plutôt l'image cible MTA, s'arrête à 6 ou 10 cm, je m'arrête à 10 cm. Au début, j'évalue la totalité, puis après, je reprends la profondeur la plus adaptée. Comme ça, j'améliorerai au mieux la qualité de mon image échographique. C'est pas zoomer. Si zoomer, ça va bien changer. D'accord? Si tu as quelque chose à rajouter à ce niveau-là. Il faut juste un conseil, il faut prendre le temps avec le technicien. Si vous avez un technicien qui va vous initier avec la machine. Sinon, essayez de la découvrir avant de faire votre examen sur maladie. Voilà. Essayez de repérer les 3 boutons les plus importants, le freeze, le depth et le gain. Et puis, comme ça, au cours de l'examen, parce que ça se règle au fur et à mesure qu'on fait notre examen. Et là, il y a le probe. Pour choisir la sonde, c'est probe. C'est un probe ou transducer. D'accord? Il y a le mode B, il y a M-Motion et on a le Doppler. Peut-être la fréquence aussi. Donc on a ici à 4 MHz. D'accord. On peut augmenter jusqu'à 6 là, à 5 maximum, à 4 MHz. Ah d'accord. C'est pas possible avec toutes les machines ça. Après General Electric c'est parmi... Mais c'est une version simplifiée. Hein. Elle est beaucoup moins chère que si je destinée aux gynécologues et avec l'écho et le cardio. À 3 MHz on travaille aux pénétrations. À 5 MHz en superficie. Donc là, par exemple, nous, si on veut commencer, elle n'est pas tactile l'écran. Hein? Non, non. D'accord. Donc on est là. Hop. Abdominal. Abdominal. On est bon. Hop, 7. Hop, c'est bon. Donc la profondeur, vous voyez, on est à 15 cm de profondeur maximale. Vous voyez sur l'écran, parce que le flash, il dérange un peu. Ah, le flash, il dérange un peu là. Donc en général, chaque sonde a un repère, هذا الرepère بتاعنا. Donc repère نلقاو لهنا GI ولا تبقى فلاش ولا GI. الرepère هذا هو الدروا الكوتي هذايا. À la limite, vous faites comme a fait l'islam, c'est-à-dire vous mettez du gel. Moi personnellement, je vous décourage de repérer ce qu'on a sur les sondes. Hein. Des fois, c'est des flèches qui vont s'effacer. Non, mais même, on a la possibilité d'inverser voilà. Sur le... Donc gardez ça en tête, même quand j'ai commencé l'échographie, je positionne le écran, puis après je reprends la sonde, je perds mes repères. Donc il faut que ce soit un réflexe. Je regarde même pas la sonde, et là j'ai mon écran, tu me donnes du jet, s'il te plaît. Oui. Je regarde l'écran pour avoir la bonne orientation. À chaque fois où je dépose ma sonde et je la reprends, je vérifie l'orientation. C'est très important. On n'a pas de gel directement. On peut léser le cristal piézoélectrique qui est très cher. Et si on a un problème, on aura une perte d'information à ce niveau-là. Je te le dis, noir. Condambre. Mais c'est pas du liquide, c'est une perte d'information. Et ça commence depuis la partie la plus mellow. D'accord. Voilà. Donc là, vous voyez, donc là c'est la partie crâniale. Je vais utiliser quand je fais une coupe longitudinale dans ce sens-là. Après, je نعمل كيما نحب. مازال نعرف في مخي أنا راهو راسو المريض من هنا. يعني من هنا le poumon et là c'est le foie. L'essentiel, je connais les repères. D'accord. Donc là j'ai une profondeur maximale à 15. J'ai mon gain qui doit être bon. Autre chose par rapport au repère, vous voyez la flèche jaune ici, ça correspond à le centre de la sonde. Pourquoi c'est important? Parce que quand je vais repérer le point de ponction, donc j'ai besoin d'un point fixe. Donc là je mets mon point, mon repérage au niveau de du centre de l'écran. Pourquoi? Parce que le centre de l'écran correspond au centre de la sonde. On regarde du centre, on regarde de la flèche jaune, comme ça je vais piquer juste en regard du centre de la sonde. Le centre de la sonde correspond au centre de l'écran, d'accord. Je pense qu'on peut commencer. Peut-être une petite remarque, il y en a la zone de focalisation. Ah d'accord. La zone de focalisation elle est à 5, 8, à 8 cm, donc la zone هذه عندنا meilleure netteté d'image. D'accord. Essayez. Alors, pour la zone de focalisation, c'est pas très important pour nous comme pneumo, mais ça permet juste d'optimiser l'image. Non. Donc, ça permet un peu d'optimiser l'image au niveau
de ce focus. Alors là, très bien. Moi, je vais essayer de la mettre au niveau de ma plèvre, parce que c'est ma cible, c'est, comment dirais-je, en pneumo, j'essaie de la mettre au niveau de la plèvre. C'est très important, si vous voulez l'utiliser, parce que ça permet un peu d'optimiser l'image à ce niveau-là, et vous avez une meilleure visualisation. Et puis, vous avez les autres options, le Doppler et tout. Comment tenir la sonde, ça c'est important. L'objectif c'est quoi? C'est un faisceau d'ultrasons bidimensionnel, là c'est un peu divergent. Je vais essayer de les mettre un peu le plus perpendiculaire que je peux avec ma plèvre, qui est un peu coniforme. D'accord? Donc je ne suis pas obligé d'être perpendiculaire à un peu l'axe devant moi, mais par rapport à la plèvre que j'essaie un peu d'imaginer. Comment je peux voir ça? Comment je vais un peu réorienter ma sonde en se basant sur la qualité de l'image que j'ai sur mon écran. Et j'essaie de faire un peu des mouvements en éventail, de façon très douce, très lente, et de telle sorte à avoir une meilleure visualisation de la plèvre et retrouver mes repères. Vous avez les côtes, c'est des lignes arciformes hyper écogènes, avec une noirceur en postérieur, le fameux cône d'ombre pur. Vous avez la ligne pleurale avec le fameux signe de glissement. Et bien sûr, en bas, il y a le poumon aéré, donc ça va disperser les ultrasons. Donc j'ai le fameux cône d'ombre impur. Si j'ai ça, j'ai mes repères et je descends en bas. Je recherche quelque chose. Je ne vais pas m'étaler sur ça. C'est pour ça que, avec le temps, l'échographie thoracique, ça va être un examen qui vous prendra même pas 2 minutes pour un peu balayer les principales zones. On fait rapidement parce qu'il y a un atelier après. Alors, القاعدة الأخرى تقول opérateur, patient, échographe sur le même axe. Idéalement, opérateur, derrière. Voilà, après bien sûr, la position, ça va dépendre de l'anomalie à rechercher. Quand je vais chercher un épanchement de la pleurésie, c'est au niveau des zones écrites. En fonction de la position, donc si c'est assis, ça marche. Mais bien sûr, toujours commencer avec un balayage complet. Ça marche, un cadeau. Il faut avertir le malade. Voilà. Que c'est la fraîcheur. Surtout que nos sujets âgés, un peu sensibles, ça marche. Alors, je dois toujours vérifier le sens. Donc là, je suis bien. Et hop, je crois là, on commence à chercher notre image. Et hop, on reconnaît l'aspect d'image en chauve-souris. Je connais comme ça la chauve-souris. En frise. Donc, vous voyez la ligne pleuropulmonaire aérée. Le signe du glissement. Voilà. 1 centimètre en dessus, il y a la côte avec son cône d'ombre postérieur pur. Voilà. C'est une hyperéchogène. Derrière, c'est tout noir. Ça ne laisse rien passer. Et juste en dessous, donc on a de part et d'autre la ligne pleuropulmonaire aérée qui bouge, qui mobile. Donc là, on a le signe de glissement. Derrière, bien sûr, il y a le cône d'ombre postérieur impur, avec les pointillés en gris qui bougent. Et on voit un artefact, changez tout l'artefact. Ligne A, voilà. Ce sont des lignes horizontales. Mode poumon, on est là. Oui. Quand on mode abdomen, tu verras que c'est mieux. Non, c'est abdomen, c'est abdomen. Ah, d'accord, mais la baie. Non, mais par il n'a pas un mode poumon ici. Non, c'est non, pas... on peut définir les modes. Là, il y a le pré-réglage. Ouais. Donc on descend jusqu'à la zone Alors, je vais un peu... de jonction. Hop, regardez là. Donc je suis à gauche, donc là certainement c'est la rate. Et à l'inspiration ça descend, ça cache la rate. À l'expiration ça remonte. Et là on part du curtain sign au signe de rideau. D'accord? Ça témoigne au moins qu'il n'y a pas d'épanchement pleural dans la grande cavité. Et petite remarque, donc, reste sur la zone. Alors, comparé à la radiographie thoracique, pour avoir un émoussement du cul-de-sac, bien sûr, tout dépend aussi du morphotype, il vous faut au moins 300 à 500 cc de liquide pour avoir cet émoussement. Mais là, regardez, essaye de te mettre... intercostal. Alors ça, c'est notre rate, ça, c'est la plèvre, et ça, c'est le fameux cul-de-sac. Voilà. C'est-à-dire, je le vois au millimètre près. Au millimètre près, c'est-à-dire... une vision meilleure que celle-là, on ne peut pas... Et ça, je le fais au lit du malade, en temps réel. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'envoyer mon malade pour faire un scanner, pour dire est-ce qu'il y a ou pas un épanchement.
va y avoir des malades, on va vous orienter pour d'autres raisons. Non, Mais elle pas n'est plus pour vous- radiologue, elle devient. Pneumo- Elle fait partie. C'est ça y est. Pour les pneumo- branchements, c'est pas le scanner quand même. Mais écoute, parfois, pour... En plus, le grand, si je peux me permettre, le grand Ouais. avantage de l'écho, c'est de voir les cloisons au niveau de Effectivement. l'épanchement, chose qu'on ne voit pas du tout au scanner. Donc c'est vraiment, au scanner, on peut avoir l'impression que l'épanchement il est purement liquidien, on ne voit pas du tout les cloisons, alors qu'on les voit à l'écho. C'est pour ça qu'avant de faire la ponction, il faut faire une écho pour être sûr qu'on a de grosses poches où on peut ponctionner. Donc ça, c'est la plèvre, c'est l'écho, hein, c'est pas le scanner. Et Oui, là, exactement. il a une ligne B, surtout. Oui. Hop. Voilà. Après, dis après, on a une profondeur maximale, mais c'est une vraie ligne B. Au moins, il y en a une. Tu peux... Non, elle ne doit pas être fixe, au contraire. Elle Mais bouge bon, avec mais- les mouvements respiratoires. Donc, je pense que c'est celle-là. Voilà. D'accord. نرجع نشوفوا en mode TM, le rivage. خاطر il y a un autre Ah, le M, atelier il est في là. الصالة. هو موشن. Motion. Parfait. ونقصوا في الفيتيس de balayage. Oui. Alors, ici. Vitesse de défilement. Voilà. Surtout le tir avec. Hop. C'est ça. Ici. Voilà. Ah, c'est le plus long. Après, des fois, on peut avoir un faux aspect en code barre. Donc, il faut demander au patient, voilà, demander au patient de respirer plus rapidement. Quand elle l'apnée. Dis-moi quand tu veux que je frise l'image. Ah, Et là, c'est clair, voilà, hein, le c'est-à-dire, on a- rivage avec le pouls pulmonaire, carrément. Oui, Vous voyez, le oui. pouls pulmonaire, c'est une Total, belle hein. image. Mais il faut faire attention. Voilà. C'est des pointillés. Le code barre, non, c'est des lignes de. Et vous voyez, je fixe la sonde avec mon doigt. Il ne faut pas que je glisse. Hop, je perds et là ça devient, regardez, c'est la côte. la différence. Là, tu as un rivage et on a un code barre. C'est pas que c'est un pneumothorax, mais je suis plus sur le poumon, je suis sur la côte. Donc il ne faut pas bouger. Donc je Hésiter, reste bloqué avec mon doigt. Ça y est, c'est fait. Ah, merci. Désolé. On enlève le. Le mandat. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut leur montrer? Bah, de l'autre côté aussi, hein, Ouais. une fois. Allez, voilà, mais. Aïe. Le gel, hein, n'hésitez pas. شي طردونا في اي لحظه ما يصيرش لهذا سي ان افون مي ان شاء الله On essaie de faire avec la sonde linéaire. Il y a de très belles images. hein, نكمل linéaires. خليه يشوفها on voit le glissement Aïe, c'est trop fort. sur l'écran c'est très visible aussi hein. Alors là, vous avez le fameux signe de glissement. Hein. Dis-moi, il faut qu'on soit perpendiculaire. À la plèvre. Ouais. C'est pas parce que c'est tout arrondi. Donc il faut que l'axe de la sonde soit perpendiculaire par rapport à la plèvre pour que ça parcourt une distance moindre. Comme ça, on aura une meilleure vue. Les lignes A. Et tu descends, tu descends. Tu descends, hop, tu descends, tu descends. Là, c'est-à-dire. Là, on a encore, voilà, surtout le foie. Encore, tu descends. Et on peut même deviner le diaphragme qui est juste. Voilà. C'est deux lignes hyper-écogènes avec une bombe. Hypoécogène. Ben, on va changer de sens. Idéalement. Donc là, j'englobe. Vaisseau. Voilà. Voilà. Ah oui. Hop, on a changé de son. Donc là, automatiquement, vous voyez sur l'écran, 4 cm de profondeur maximale. On ne peut pas avoir plus, mais on voit mieux les détails de la paroi. Vous voyez, dis-moi, je suis à l'envers là. Je vais faire l'image, je suis à l'axe. Donc hop, et on voit les côtes. Là, le glissement, il est net. Voilà. Voilà, vous avez les côtes avec le c'est de mettre l'intercostal. Alors, l'intercostal, il faut que ce soit vraiment une vraie intercostale. L'intérêt, c'est de s'affranchir au condom, vous voyez? Donc, il ne faut pas voir les côtes sur une vraie intercostale. Vous avez tout ce qui est tissu sous-cutané, muscles et fascia, et le glissement, on voit il est les très joli. intercostaux.
حطوا ان عندك نقصوا في الفيتاس ديما نقص pour avoir une meilleure sensibilité. Voilà, le rivage il est clair. Et on peut deviner la ligne pleuropulmonaire, c'est la dernière ligne hyperéchogène qui a la même profondeur que sur... Vous corrélez en profondeur ici à celle-là, hein. C'est la en même centimètres chose, hein. et en centimètres ici. Donc vous avez un repère en centimètres. Hein. Vous ne risquez pas de vous tromper. Et il peut faire ce que je fais souvent, essayer de faire une apnée. Voilà. Hop, on va s'arrêter. Là, on a un code barre. Un code barre et parfois... أبشر جد تحفظ سايق جوا Salut. Et on a les fameux, le pouls pulmonaire. D'accord? C'est-à-dire même si on a une téléctasie et le poumon est collé à la paroi, on a des codes barres avec des petites artefacts. Il ne peut plus se tenir en apnée plus que ça. Le rivage réapparaît. Donc, voilà. On va libérer la salle. On va s'arrêter là. Merci pour l'audience. Allez, merci beaucoup. Et surtout merci à Islam.